Quelles sont les faiblesses et les bénéfices du nouveau régime forestier pour les communautés forestières? En quelques mots, là, les plus grosses. C'est pas une facile. Non, non, c'est sûr. En quelques mots. La faiblesse, la faiblesse, c'est certainement que le gouvernement est une organisation qui est habituée à faire du contrôle, à fixer des grandes orientations, puis à contrôler que des acteurs du milieu ou des acteurs industriels les appliquent. Là, on dit au gouvernement, c'est toi qui vas faire les plans, c'est toi qui vas faire les contrats avec les entrepreneurs. Là, il y a une logique organisationnelle qui n'est pas là. On a une logique, c'est un peu comme si on demandait à des policiers de devenir constructeurs de routes. Ben oui, le policier, il sait comment ça marche, une bonne route, puis comment contrôler la circulation sur la route. Mais construire la route, c'est une autre histoire, là. Et là, il y a, ça, c'est une des grandes faiblesses. Il manque un chaînon pour appliquer. Et je suis confiant que dans les premières années, là, ce chaînon manquant, il va apparaître, là, que ce n'est pas dans une organisation de contrôle qu'on met en œuvre un régime forestier. Et bon, et l'autre, et la grande force, c'est certainement, oui, on est sérieux avec la décentralisation, oui, on est sérieux avec la foresterie autochtone, bien que ça ne va pas assez loin, mais ça va tellement plus loin que ce qu'on avait avant. Oui, on est sérieux avec cette idée que ça nous prend de la valeur ajoutée. Alors ça, c'est des grandes forces. Décentralisation et redéploiement. Je pense qu'avec ce nouveau régime, on montre que la forêt, c'est pas du folklore, ça fait partie de notre avenir, mais il faut que se comporte autrement. Fait que c'est un pas dans la bonne direction. Oui, tout à fait. Quelle est la clé du succès pour les forêts de proximité? Que les gens des communautés se sentent concernés, qu'ils s'approprient les projets. Parce que, évidemment, des leaders éclairés et des gens qui se sentent tellement concernés qui vont développer le temps, l'énergie nécessaire pour passer à travers les conflits, pour qu'on puisse s'entendre, qui vont développer, qui vont consacrer le temps et l'énergie nécessaire pour devenir des forestiers praticiens, si je peux parler comme ça. Alors, la clé du succès, en surcroît du lien monétaire, là, ça c'est le nerf de la guerre, mais la véritable clé, c'est les gens qui vont articuler ces projets-là, qui se les approprient, et c'est eux qui vont faire que ça va marcher ou pas. Qu'on ait de l'argent, ça prend de l'argent, mais ça ne sera pas suffisant. Ça prend des gens qui vont vraiment utiliser cet argent pour réaliser leur vision. Là, il y a une catégorie d'élus qui est sensibilisée à ça, et eux, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il y a un pactole là-dedans, là. On va faire la passe. Je regrette, là, il n'y a pas d'argent à faire avec ça à court terme. On parle de quoi, les forêts de proximité? Pourquoi? Parce qu'essentiellement, à proximité des lieux habités, c'est une forêt à reconstruire. C'est une forêt, justement, elle a été utilisée et alors à quoi bon se lancer dans l'expérience? Parce qu'il faut la reconstruire. Se faire la main. Se faire la main, c'est ça. Puis à un moment donné, si ça fonctionne bien, là, ces 10-15 projets, qu'est-ce qui va empêcher qu'à un moment donné, notre régime forestier fasse qu'on ait une vaste forêt de proximité? Là, quand on parle de forêt de proximité, c'est de mieux aménager le patrimoine de tout le Québec. Alors, peut-être que dans la seule différence, c'est que là, le gestionnaire, le pouvoir public qui va gérer le patrimoine collectif, il va être municipal, il va être local, il va être régional. Mais c'est pas gratuit. Alors, si le Québec a besoin, le gouvernement québécois a besoin d'argent pour faire ça, puis qu'il délègue cette responsabilité, bien, il faut que ça vienne avec l'argent pour assumer la responsabilité, parce que là, on le fait au nom de tous les Québécois. Et au ministère, on dit quoi? On dit, bien, on dit, comprenez, on est en période d'austérité, puis bien, là, je veux bien comprendre ça, et je suis tellement prêt à comprendre ça que je dis, bon, OK, 10 projets, c'est certain que c'est pas assez, c'est en dessous de toutes les attentes de la population. Mais si vraiment on a les moyens de se payer seulement 10 projets, bien, ça sera seulement 10 projets. Assurons-nous qu'on apprend quelque chose, qu'on ne refera pas le coup des 13 projets pilotes de 1995. Et assurons-nous, si vraiment on veut que ce soit des succès,
qui vont nous révéler des choses puis qui vont faire tache d'huile, bien, assurons-nous qu'on leur donne les moyens des ambitions. Donc, il y a peut-être la peur de l'inconnu. Cette idée que le statu quo, c'est la meilleure façon de passer à travers la crise, non, je regrette, c'est pas la meilleure façon. Il faut changer. Vous êtes d'accord d'ailleurs avec le système d'enchères? Oui, moi je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que le système d'enchères, on respire par le nez, c'est 25 des CAF, des attributions à travers les actuels CAF qui vont être mises aux enchères. Et ces enchères, les bénéficiaires de CAF, ils vont pouvoir participer à ça. Les bénéficiaires de CAF, s'ils ne veulent pas participer aux enchères parce qu'ils pensent que le bois va être trop cher, ils peuvent resserrer leur lien avec la forêt privée. Bien évidemment, il y a une inconnue. Puis cet inconnu, ça peut se traduire par une hausse de coûts. Ça peut, c'est pas obligatoire. Là. Les tests d'enchères dont on dispose montrent que les prix que le gouvernement a obtenus, c'est à peu près équivalent aux redevances qu'ils auraient chargées. Bon, ben là, l'idée, c'est qu'on a permis à de nouveaux joueurs de se manifester. Ben oui, on crée de l'incertitude pour les joueurs qui avaient 100 de leur approvisionnement garanti. Là, c'est plus 100 c'est 75 C'est nécessaire parce que maintenant, la forêt, ce n'est plus un tas de bois pour nourrir une industrie. C'est toujours ça, mais c'est bien plus que ça. Hein? Ces histoires de plans de protection du caribou, de réserves de biodiversité, c'est pour diversifier les économies, c'est pour faire face à des besoins de conservation, c'est pour se situer dans des enjeux planétaires. Et ma foi, si le bois qu'on récolte dans le respect de ces aires protégées qui vont être contigües aux aires de récolte nous permet de dire, regardez, là, notre bois, nos produits forestiers sont faits avec du bois qui respecte l'environnement. C'est un élément de vente. Il y a quelque chose d'absurde que les Scandinaves qui ont une forêt à 95 de plantation nous disent, nous, on vous garantit que nos produits forestiers, ils respectent la biodiversité. Les Canadiens ne sont pas capables. Hey, nous, on fonctionne dans une forêt naturelle. Eux, ils fonctionnent dans de la forêt plantée. Qu'on me lâche la jambe là, avec qu'on n'est pas capable de respecter la biodiversité, mais évidemment, ce respect-là, il passe par un réseau d'aires protégées. Ce réseau d'aires protégées, il n'est pas gratuit. Il va limiter la pression de récolte. Bon, bien, ce que ça veut dire, c'est que là où on a le droit de récolter, il va falloir se comporter autrement. Se comporter autrement, ça va coûter plus cher? Oui. Dans un premier temps, ça va coûter plus cher parce qu'il faut qu'on apprenne. On appelle ça l'apprentissage. Mais il y aura un retour, on pourra se garantir des parts de marché. Et à un moment donné, si le bois est si cher que ça, bien, on va y ajouter de la valeur. Parce que pour faire face à des structures de coûts élevées, il n'y a seulement qu'une solution, générer des revenus. Et dans la commodité, ce n'est pas la façon de générer des revenus.